Bonjour à tous, je suis le docteur Laure Michel, je suis neurologue au CHU de Rennes et aujourd'hui je vais vous présenter quelques données sur la sclérose en plaques. Alors la sclérose en plaques, qu'est-ce que c'est? La sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire auto-immune qui est liée à une dérégulation du système immunitaire qui va toucher essentiellement la myéline du système nerveux central. La myéline, comme c'est représenté sur l'image à droite du diaporama, c'est cette gaine qui entoure l'axone, les fibres nerveuses au niveau du système nerveux central. Le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Cette gaine de myéline à l'état normal, elle permet à l'influx nerveux de se propager rapidement d'un neurone à un autre. Et donc, dans la sclérose en plaques, c'est cette gaine de myéline qui peut être attaquée par les cellules immunitaires qui sont dérégulées. Donc, l'origine de la maladie, c'est essentiellement, on en reparlera après, un dérèglement du système immunitaire. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une maladie chronique, qu'on n'a pas de traitement curatif pour la sclérose en plaques. Alors, quelques chiffres sur cette diapositive sur la sclérose en plaques. Il faut savoir que c'est une maladie qui n'est pas une maladie rare. Elle touche 134 000 personnes en France. Ça, c'est des données relativement récentes qui datent de 2020. Et dans le monde, elle touche plus de 2,8 millions de personnes. C'est une maladie essentiellement de l'adulte jeune puisqu'elle est en moyenne diagnostiquée à l'âge de 32 ans et qu'elle touche principalement la femme, 3 femmes pour un homme. Comme vous pouvez le voir sur cette carte du monde, il existe un gradient sud-nord concernant l'incidence de la sclérose en plaques, avec un risque de sclérose en plaques qui est plus importante dans les pays du nord de l'hémisphère nord en comparaison à l'hémisphère sud. Il faut savoir que c'est une cause importante de handicap de l'adulte jeune, puisque c'est actuellement la première cause de handicap non traumatique de l'adulte jeune. Alors concernant les causes de la sclérose en plaques, il faut savoir que c'est une maladie multifactorielle. Il y a donc plusieurs causes. C'est une maladie qui se développe souvent sur un terrain génétique prédisposant et il a été identifié des facteurs génétiques à risque qui augmentent le risque de développer la sclérose en plaques. Mais il y a également de nombreux facteurs environnementaux qui contribuent au développement de cette maladie. Un des facteurs environnementaux qui est bien connu et bien identifié, c'est le fait d'avoir été infecté à l'EBV. L'EBV, c'est le virus de la mononucléose infectieuse. Voilà, la majorité du temps, quand on rencontre l'EBV, c'est asymptomatique, mais le fait d'avoir rencontré l'EBV dans sa vie, et plus particulièrement, plutôt un peu tardivement, pendant l'adolescence, augmente le risque de développer la sclérose en plaques. Donc ça, c'est un facteur de risque important, mais il y a d'autres facteurs environnementaux comme la carence en vitamine D, le tabagisme actif, l'obésité dans l'adolescence qui augmente également le risque de développer la sclérose en plaques. Alors si on s'intéresse maintenant un peu aux symptômes que donne cette maladie, alors on va distinguer deux types de symptômes, ce qu'on appelle les poussées, qui sont présents chez à peu près 90% des patients en début de maladie. Les poussées, ce sont des déficits neurologiques, des symptômes neurologiques qui vont durer plus de 24 heures en l'absence de fièvre et d'infection. L'évolution naturelle de ces symptômes est plutôt à la régression naturelle, la récupération, mais pour accélérer cette récupération, on peut proposer un traitement de la poussée, souvent à base d'anti-inflammatoires puissants qu'on appelle les corticoïdes. Les symptômes, on va en reparler après, de ces poussées, ils sont très variables, ça dépend de l'endroit du système nerveux qui est touché. Ça peut être une inflammation du nerf optique qui se manifeste par un flou visuel, une baisse d'acuité visuelle. Ça peut être des fourmillements, des troubles de l'équilibre, des troubles de la sensibilité ou un déficit moteur. L'autre catégorie de symptômes dont on va parler, c'est ce qu'on appelle le handicap. En fait, le handicap neurologique, ça peut être soit des séquelles liées aux poussées, des poussées dont on a mal récupéré, qui peuvent laisser un handicap. Alors, ça peut être des séquelles sensitives, des séquelles motrices, ça peut être également une baisse d'acuité visuelle suite à une névrite optique. Mais le handicap, il peut être également la conséquence d'une aggravation progressive. Donc ce handicap, c'est soit les séquelles liées aux poussées, soit la résultante d'une forme progressive de sclérose en plaques qui va entraîner l'aggravation progressive d'une gêne neurologique. Ce handicap, il est évalué par un score particulier qui vous sera présenté dans une autre capsule qu'on appelle le score EDSS. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, en termes de symptômes, les symptômes de la sclérose en plaques, ils sont extrêmement variés. Comme vous avez représenté sur cette diapositive, ça peut être une tache dans le champ visuel, souvent liée à une atteinte du nerf optique, donc un flou visuel, une tache visuelle, voire une baisse importante d'acuité visuelle. Il
peut y avoir des troubles de l'équilibre, des fourmillements, une boiterie, une gêne motrice. Il faut savoir qu'il y a des symptômes aussi qu'on appelle les symptômes invisibles de la sclérose en plaques, dont font partie la fatigue, hein, qui est un symptôme assez important dès le début de la maladie, qui peut être très handicapant pour le patient. Et puis, il y a d'autres symptômes invisibles comme les douleurs neurologiques. Alors, ce n'est pas forcément tous les patients, mais certains peuvent avoir des douleurs neurologiques. Et puis, on peut avoir également des troubles vésico-sphinctériens avec des urgences urinaires ou des difficultés à vider la vessie. Concernant l'évolution de la sclérose en plaques, on distingue plusieurs formes différentes de sclérose en plaques. La forme la plus classique et qui touche à peu près 90% des patients en début de maladie, c'est ce qu'on appelle la forme rémitante. Elle se caractérise par l'apparition de poussées neurologiques que je vous ai détaillées dans la diapositive précédente. Ces poussées, elles peuvent complètement récupérer ou laisser des séquelles. Et donc, il peut y avoir plusieurs poussées qui se succèdent. Et vous verrez quand vous suivrez la capsule vidéo sur les traitements qu'un des objectifs des traitements de fond de la sclérose en plaques, c'est d'éviter justement de bloquer ces poussées. Chez certains patients, pas tous, mais chez certains patients, il peut y avoir 10, 15 ans après le début de la forme rémitante de sclérose en plaques, l'évolution vers une forme secondaire progressive. La forme secondairement progressive, une des caractéristiques, c'est que souvent, il y a une raréfaction des poussées, mais par contre, les patients constatent une aggravation très très progressive du handicap qui se fait de manière assez insidieuse, de manière complètement indépendante du phénomène des poussées. Et puis dans 10 à 15% des cas, les patients présentent dès le début de la maladie ce qu'on appelle une forme primaire progressive. Cette forme primaire progressive, la caractéristique, c'est qu'il y existe dès le début de la maladie une aggravation progressive d'un handicap qui est souvent un handicap moteur, plus souvent au membre inférieur, qui va s'aggraver extrêmement insidieusement avec le temps. C'est des patients qui, en règle générale, ne font pas ou peu de poussées. Alors, quand on s'intéresse finalement à l'évolution et au pronostic de la sclérose en plaques, hein, il faut savoir que la sclérose en plaques, ça raccourcit normalement pas ou très peu l'espérance de vie. Par contre, le principal risque de cette maladie, c'est le handicap neurologique. On connaît bien maintenant les facteurs de risque de mauvaise évolution de la sclérose en plaques. C'est essentiellement lié à la présence de nombreuses lésions à l'IRM initial, la présence de lésions au niveau de la moelle épinière, et puis la sévérité de la première poussée ou le fait en début de la maladie d'avoir une maladie déjà un peu agressive avec des poussées rapprochées. Vous verrez dans une capsule prochaine que ce risque finalement de handicap neurologique, il a beaucoup diminué sur les dernières années. C'est vraiment lié au fait qu'on a des traitements de fond maintenant qui sont beaucoup plus efficaces pour éviter l'évolution négative de cette maladie.